Bien, bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour entendre ce symposium dédié à Dites-nous combien de temps vous dormez et nous vous dirons comment vous allez. Alors, la première séance va être présentée par M. Sébastien Bailleul, puis Stéphanie Biolac va présenter la deuxième séance et Jacques Taillat. En gros, chacun va présenter son travail, ses intérêts, et ensuite on dédiera à la fin de chaque intervention une petite séance de questions. Et s'il reste un tout petit peu de temps à la fin, on fera une séance de questions plus générale. Alors il y a un accès aussi possible par la visioconférence. Et donc, il y aura aussi de la place pour des questions qui ne sont pas forcément dans la salle. Alors, la première intervention, donc, Sébastien Bailleul, qui est physiologiste et médecin du sommeil à Grenoble, aussi cycliste, qui va nous parler de la durée du sommeil et des conséquences cardiovasculaires que cela peut avoir. À toi, Sébastien. Eh bien, merci beaucoup et bonjour à tous. Tout d'abord, merci au Conseil scientifique d'avoir retenu ce symposium que j'espère vous apprécierez donc, sur la durée de sommeil et ses conséquences. Et moi, je vais aborder l'aspect plus particulier donc, des conséquences cardiovasculaires de ces altérations ou de ces modifications de durée de sommeil. Alors tout d'abord, mes liens d'intérêt, comme il est coutume de présenter dans ces symposiums. Pour fixer le décor, quelques mots donc, sur les pathologies cardiovasculaires qui représentent, et je pense que vous en êtes tous convaincus, une réelle problématique de santé publique, avec donc en 2021, vous voyez, à l'échelle mondiale, un nombre de décès excessivement important liés à ces pathologies, au premier rang desquels l'infarctus du myocarde, avec près de 10 millions de décès dans le monde, les AVC ischémiques, 4 millions de décès dans le monde, et la cardiomyopathie hypertensive, plus d'1,4 million de décès. La particularité de ces pathologies, c'est qu'on a des facteurs de risque qui sont excessivement bien identifiés, l'hypertension, les dyslipidémies, le tabac, et des facteurs de risque modifiables sur lesquels on va pouvoir agir, comme l'activité physique, le contrôle du poids ou encore l'alimentation, qui représentent des axes de prévention primaire et secondaire de ce risque cardiovasculaire dans l'objectif de diminuer à la fois l'incidence et la prévalence de ces pathologies. Et on est dans un contexte où, de ces 7 marqueurs, ou en tout cas facteurs sur lesquels on pouvait jouer pour moduler ce risque cardiovasculaire, est apparu en 2023 le sommeil comme un des facteurs qui pouvait influencer donc à la fois la prévalence, l'incidence de ces pathologies en prévention primaire et prévention secondaire. Et comme je vous le cite, sur le papier de Lloyd Jones dans Circulation en 2022, le marqueur de santé du sommeil qui a été retenu dans ces 8 éléments essentiels à la santé cardiovasculaire, c'était cette durée de sommeil. Alors quand on va parler de durée de sommeil, et il me semblait de bon ton, comme j'introduisais cette session, de rappeler quelles étaient les recommandations. On a 2 papiers de consensus qui font un peu référence, un qui a été piloté par la National Sleep Foundation et un autre qui a été piloté par la Sleep Research Society et l'ASM. Et on va se focaliser uniquement chez l'adulte pour cette présentation, avec, vous voyez, pour les sujets adultes de 18 à 64 ans, 7 à 9 heures de sommeil recommandés, et on a des recommandations qui concordent entre les deux présentations, et puis 7 à 8 heures pour les adultes plus âgés, donc au-delà de 65 ans. Qu'est-ce qu'on va entendre par durée de sommeil courte et durée de sommeil longue, au-delà de ces recommandations? Dans la plupart des études, et dans les définitions également qui sont disponibles, on parlera de durée de sommeil courte pour une durée de sommeil inférieure ou égale à 6 heures et durée de sommeil longue au-delà de 9 heures. Et c'est vraiment ces phénotypes un peu extrêmes qu'on va explorer dans cette présentation aujourd'hui et leur association en particulier avec le risque cardiovasculaire. Et on va vraiment parler de dose de sommeil dans cet aspect finalement de santé lié au sommeil. Et je vous présente ici les résultats d'une revue systématique et d'une méta-analyse qui ont inclus uniquement des cohortes prospectives. Donc c'est une grosse méta-analyse, 141 études, 67 méta-analyses inclus dans la méta-analyse. Et on a, vous voyez, 3 millions, plus de 3 millions de participants qui sont inclus avec des durées de suivi en ce qui concerne la survenue d'événements cardiovasculaires secondaires
qui était relativement importante, donc jusqu'à 34 ans. Et un des messages clés de ce papier, et vous verrez, c'est quelque chose qui est assez reproductible dans toutes les publications qui sont à notre disposition, c'est qu'on va avoir un optimum de sommeil qui est aligné, en ce qui concerne la prévention du risque cardiovasculaire, qui est aligné avec les recommandations aux alentours de 7 à 8 heures de sommeil. L'autre message, c'est vraiment cet aspect de courbe en U qu'on va pouvoir observer de manière reproductible entre les différentes publications, vous allez le voir par la suite, et qu'on va essayer d'explorer, et d'en explorer notamment les déterminants en ce qui concerne la qualité de sommeil. Donc cet optimum aux alentours de 7 heures de sommeil en ce qui concerne le risque cardiovasculaire et la mortalité associée à ce risque, et puis un effet dose, c'est-à-dire que là, je vous présente en fonction des différentes durées de sommeil le risque qui était associé à ces durées de sommeil, qu'elles soient réduites ou allongées. Et vous voyez qu'au plus la durée de sommeil est réduite, au plus la durée de sommeil est réduite, au plus le risque va augmenter. Au plus la durée de sommeil va s'accroître, au plus le risque également sur le plan cardiovasculaire va augmenter. Donc on observe un réel effet dose-réponse pour les valeurs extrêmes de durée de sommeil, avec un effet qui serait, en tout cas sur ces données de cette méta-analyse, plus marqué pour les durées longues de sommeil. Et on va revenir sur cet aspect-là. On va donc essayer, dans la suite de cette présentation, de comprendre les mécanismes et les facteurs déterminants associés au surrisque associé à ces deux éléments, à la fois les courtes et les longues durées de sommeil, en commençant donc par cette partie à la gauche, ici, sur les courtes durées de sommeil et les risques associés à cet effet-là. D'abord, un élément épidémiologique en ce qui va concerner la durée de sommeil, c'est des chiffres que je pense vous connaissez assez bien, qui c'est que depuis ces 50 dernières années, sur ces 50 dernières années, on a perdu à peu près 1h30 de sommeil en moyenne, et qu'on a à peu près la moitié de la population des jeunes actifs qui considèrent qu'ils dorment moins que ce dont ils ont besoin. Avec, je vous rappelle ici les chiffres de l'enquête INSV-MGEN de 2020, une durée moyenne de sommeil en semaine qui était aux alentours de 6h41. Les chiffres aux États-Unis, et vous verrez pourquoi j'ai rappelé ces chiffres-là, c'est qu'on a à peu près 30% de la population qui déclare dormir 7 heures par nuit, donc dans cet optimum, ce spot sur lequel on va revenir, et 35% de la population générale qui va dormir moins de 6 heures par nuit. Donc un aspect à la fois populationnel et un aspect épidémiologique fort, probablement dans les facteurs qu'on va pouvoir associer à la prévention du risque associé à la réduction de sommeil. Et je vous parlais des États-Unis parce qu'on a des données également géographiques et épidémiologiques qui sont assez intéressantes. Et là, c'est des cartes, en fait, vous voyez, cette première carte que je vous présente, c'est le pourcentage d'adultes qui vont avoir un sommeil d'au moins 7 heures par durée de 24 heures. Et vous voyez, le pourcentage est excessivement faible dans ces régions de l'Est des États-Unis, avec un gradient ouest-est qui est assez fort, et que si on voulait superposer les cartes du risque d'infarctus du myocarde et de mortalité associée à l'infarctus du myocarde, ou d'accident vasculaire et de mortalité liée à l'accident vasculaire cérébral, vous voyez qu'on a une superposition de ces données géographiques avec de fortes disparités régionales entre durée de sommeil et incidence du risque sur le plan à la fois de morbimortalité cardiovasculaire. Une autre question que je me suis posée en préparant cette présentation, c'est est-ce que finalement le sexe, dans le sens de sexe biologique, va avoir un impact sur l'association entre durée de sommeil et risque cardiovasculaire. Et on a une étude donc de la Swedish National March Cohort qui incluait 42 063 participants suivis sur une durée moyenne d'environ 18 ans et qui met en évidence un surrisque au plus le temps avance, notamment pour les sujets de sexe féminin, pour des courtes durées de sommeil, inférieures à 5 heures dans cette étude, c'est-à-dire qu'au plus le temps passe, si la durée de sommeil reste inférieure à 5 heures, au plus le risque va être marqué, en particulier pour les sujets de sexe féminin. Donc le sexe comme un déterminant majeur, on va dire, du surrisque associé à ces faibles durées de sommeil. Et puis vous allez me dire, mais faible durée de sommeil, quid de l'insomnie ? Et c'est vrai que c'est un élément qui est important à prendre en compte, parce qu'il va vraiment jouer le rôle de modulateur, on parle vraiment de la pathologie insomnie, qui va jouer le rôle de modulateur du risque associé au sommeil de courte durée. Et là, c'est une analyse ancillaire de la Sleep Heart Health Study,
qui a inclus près de 5000 participants avec un suivi médian de plus de 10 ans, avec une prévalence de l'insomnie qui était de l'ordre de 14% et une durée de sommeil inférieure à 6 heures qui concernait la moitié de cette population. Et vous voyez ici, donc, sur ces courbes, que quand on associait un trouble de type insomnie avec une durée de sommeil courte, inférieure ici ou égale à 6 heures, il y avait un surrisque d'événements cardiovasculaires de plus de 30%. Quelques mots de physiopathologie, parce qu'on a des données sur les durées de sommeil courtes, notamment des protocoles de restriction de temps de sommeil en préclinique et puis des projets un peu plus translationnels. Deux éléments semblent ressortir, à la fois un aspect de dysrégulation métabolique, donc avec une augmentation du risque de diabète et de tous ces marqueurs intermédiaires, une augmentation également du risque d'obésité, à la fois sur la dysrégulation métabolique, mais également sur la dysrégulation de la prise alimentaire, et également une augmentation donc, du risque d'athérosclérose, avec tous les mécanismes intermédiaires qui vous sont présentés ici. L'autre aspect, c'est un aspect de dysautonomie, avec une augmentation de l'activité sympathique quand on va diminuer la durée de sommeil, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur la dysfonction endothéliale, mécanisme intermédiaire également donc, du risque d'athérosclérose, l'augmentation donc, du stress oxydatif, de la résistance à l'insuline, qui vont faire le lit de ce risque sur le plan cardiovasculaire. Mais l'autre élément sur lequel je voulais mettre en lumière quand on va parler de durée de sommeil courte également, c'est tout le contexte finalement également dans lequel va s'intégrer cette durée de sommeil courte et on ne pourra pas envisager le risque associé à cette durée de sommeil courte sans prendre également d'autres facteurs. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui a été proposé par Grandner en 2010, un véritable modèle socio-écologique de la durée de sommeil pour mieux comprendre finalement le lien qui va unir cette courte durée de sommeil et la mortalité, qui reste un lien complexe quand on voit et quand on lit la littérature à ce sujet-là. Mais trois éléments ressortent essentiellement, à la fois cette durée de sommeil comme cause directe, je viens de vous exposer les conséquences physiologiques et physiopathologiques qui sont associées à cette restriction du temps de sommeil, sur le plan métabolique, inflammatoire, dysautonomique, mais également le sommeil comme un médiateur ou un modérateur d'autres aspects, et à la fois cette courte durée de sommeil comme une cause et une conséquence de déterminants socio-écologiques qui vont intégrer également l'environnement, qu'il soit professionnel, social, de lieu de vie du patient. Donc finalement, quand on veut s'attaquer à cette épineuse question du lien entre la durée de sommeil et le risque cardiovasculaire, je pense qu'il ne faut absolument pas l'extraire du contexte social et écologique de notre patient, en prenant en compte également tout l'aspect comorbidité, aspect sur lequel on va revenir. Quel est l'impact des stratégies d'extension de sommeil? Parce qu'on parle de sommeil court, est-ce qu'on va avoir la possibilité de corriger le surrisque associé à ces durées de sommeil courtes en augmentant la durée de sommeil? On a un faible niveau de preuve en ce qui concerne ces stratégies d'extension de sommeil, avec, vous voyez, dans cette revue systématique, uniquement 7 études, 138 participants inclus. Des impacts, quand on parle de modulation du risque cardiovasculaire, on s'attend à des interventions beaucoup plus longues. Et là, on a des durées d'intervention qui n'excèdent pas 6 mois, avec toutefois une efficacité sur l'augmentation de la durée de sommeil. Vous voyez, jusqu'à 177 minutes, donc près de 2 heures, plus de 2 heures d'augmentation de cette durée de sommeil. Donc, un bénéfice qui a été montré, notamment sur des marqueurs du risque métabolique, mais pas du tout d'effet sur la réduction du risque d'événements cardiovasculaires ou de mortalité. Donc probablement un conseil à apporter, mais un manque de preuves dans ce domaine. À l'autre extrémité du spectre, et donc pour les longues durées de sommeil, je vous parlais de ce surrisque associé, et vous voyez cette augmentation quasi exponentielle du risque associé à l'allongement de la durée de sommeil. La photographie est beaucoup plus complexe quand on va parler de cette association entre allongement du temps de sommeil et risque cardiovasculaire. Je vous présente ici donc une revue systématique, méta-analyse et méta-régression de toutes les études disponibles sur allongement du temps de sommeil et risque cardiovasculaire. La première chose, c'est qu'on retrouve donc cet effet dose-réponse, comme je vous l'ai montré, avec une augmentation quasi exponentielle sur la courbe présentée précédemment. Et quand on regarde plus précisément les sous-types de comorbidité de pathologie cardiovasculaire ou de risque de mortalité, vous voyez que ces longues durées de sommeil n'impactent pas de la même façon
le risque quand vous considérez par exemple le surrisque d'accident vasculaire cérébral ou de mortalité que le risque de développer par exemple une hypertension ou des troubles métaboliques de type obésité. Donc il y a probablement un effet spécifique de cette augmentation de durée de sommeil, mais là encore, ce sont des données qui sont un pool de données issues de la littérature. La physiopathologie, elle est éminemment complexe parce que quand on lit la littérature, finalement, on va vous parler de sommeil prolongé, qui sont souvent du recording qui est issu de données subjectives. Et effectivement, la question qui se pose, et c'est là encore un papier de Grandner en 2007, c'est est-ce qu'on parle finalement de durée prolongée de sommeil ou de temps passé au lit prolongé? Ça, c'est une grande question parce qu'il y a très peu de données avec une mesure objective, longitudinale de la durée prolongée de sommeil et du risque cardiovasculaire, avec des éléments physiopathologiques qui ressortent, en particulier sur des anomalies de comorbidité, et en particulier de comorbidité psychiatrique, qui joueraient vraiment un rôle dans l'association du risque entre allongement du temps de sommeil et risque cardiovasculaire. Et bien évidemment, les comorbidités sommeil, parce que quand vous avez un sommeil fragmenté, il est probable que vous ayez du temps de récupération de sommeil en journée, ce qui, sur 24 heures, va augmenter votre durée totale de sommeil. Et puis, c'est probablement, ces longs dormeurs, un phénotype assez particulier, avec des altérations, ou en tout cas des modifications de certains marqueurs du rythme circadien en ce qui concerne les rythmes sécrétion de mélatonine, de température, et puis vous augmentez la durée de sommeil, ça va moduler aussi l'architecture même de votre sommeil, qui pourrait être associé également à une augmentation de ce risque-là, mais on est encore à un stade hypothétique dans cette population. Puis là encore, je vous remets les résultats pour l'impact du sexe sur l'association entre durée de sommeil et risque cardiovasculaire. On a vu le rôle des comorbidités. Le sexe féminin semblerait également lui aussi susceptible à cette augmentation du risque associé à cet allongement du temps de sommeil. Donc probablement un sous-groupe qu'il faudra considérer dans les recommandations et la prise en charge qu'on va prendre. La question donc à l'opposé finalement de l'allongement du temps de sommeil, c'est est-ce qu'on a des preuves d'une efficacité de la restriction du temps de sommeil sur les marqueurs de risque? Et actuellement, aucune intervention visant à réduire la durée de sommeil prolongée sur l'impact cardiovasculaire n'est disponible, et cette question reste entièrement ouverte. Donc la façon dont j'ai compris finalement cet aspect d'allongement du temps de sommeil, et on reviendra sur cet aspect-là, c'est qu'on est vraiment sur un symptôme finalement sommeil long, associé à tout un tas de comorbidités potentielles qu'il va falloir aller rechercher dans nos consultations pour pouvoir à la fois le dépister et l'intégrer dans nos stratégies de prise en charge et de prévention, sans oublier bien évidemment des recommandations hygiéno-diététiques, de sommeil et d'activité physique. On a parlé beaucoup de la durée de sommeil, de la durée sommeil nocturne. Finalement, quel impact des siestes et de régularité des rythmes, un peu comme une introduction à la dernière présentation de ce symposium. Mais là encore, quand on va parler de la sieste, finalement, la photographie va être contrastée. Et là, je vous mets les données donc, d'une cohorte prospective qui a inclus 116 000 participants dans 21 pays, avec un suivi médian de 7,8 ans. Et ils mettent en évidence que cette sieste diurne, elle a un double effet, vous le voyez ici, donc en fonction de la durée de sommeil, pas de sieste, une sieste d'une durée de 0 à 1 heure et puis supérieure à 1 heure, avec l'augmentation du risque de sommeil en fonction de vous dormez moins de 6 heures par nuit, ici en rouge, ou plus de 6 heures par nuit. Et finalement, de dormir moins de 6 heures et de faire la sieste dans la journée, ça semblait être assez protecteur, finalement, et suggéré par les auteurs comme une contre-mesure à la somnolence ou à la fatigue diurne, qui peuvent être des manifestations cliniques précoces de comorbidité sous-jacente. Donc finalement, une sieste à la fois comme contre-mesure et comme biomarqueur de comorbidité sous-jacente. À l'inverse, un effet complètement opposé, d'autant plus que la durée de la sieste va se prolonger à partir du moment où vous avez déjà un sommeil qui est normal ou prolongé, avec donc cet effet, cette perte de l'effet compensateur, pardon, j'ai inversé mes phrases, cette perte de l'effet compensateur pour les longs dormeurs.
Je vous parlais d'une photographie un peu contrastée, et ça c'est un autre papier qui a inclus à peu près une même population, hein, c'est la Twin Health Study, 12 000 participants ici. Et ce qu'on va observer, au-delà de cette même courbe en U, hein, de cette même association finalement quasiment bidirectionnelle avec un optimum de sommeil aux alentours de 8 heures dans cette cohorte, c'est que quelle que soit la durée de sommeil, y compris pour les durées de sommeil courtes, où on a parlé effectivement de cet aspect un peu protecteur de la sieste, c'était associé à un surrisque de pathologies cardiovasculaires dans cette population, quelle que soit la durée de sommeil. Donc une des questions qui va se poser, et je pense que Jacques Taillard y répondra probablement dans son topo, c'est finalement est-ce que la réapparition de la sieste n'est pas également un marqueur de dyschronobiologie, qui va être un marqueur finalement de perturbation du rythme circadien chez ces sujets, adossés donc à des modifications également du phénotype en termes de durée de sommeil. Et là également, mais plus à visée introductive, parce que je pense que Jacques reprendra ces aspects-là, on ne peut pas envisager la durée de sommeil sans parler de régularité de sommeil, et on a tout un corpus de la littérature qui commence à être disponible vis-à-vis de ces éléments. Et donc cette régularité de sommeil, elle va vraiment jouer un rôle, et même un rôle de prédiction. Vous voyez, Jacques le présentait hier dans la Year in Review. C'est au moins vous avez un rythme de sommeil régulier, au plus important est votre risque de développer une pathologie cardiovasculaire ou d'avoir un risque de mortalité toute cause. Et donc il va être également important, là encore, d'insister sur la lutte contre cette chronodisruption et de recentrer à la fois une durée de sommeil suffisante, mais également des rythmes de sommeil réguliers. Donc en conclusion, il va falloir donc axer dans les stratégies de prévention du risque cardiovasculaire associé à la durée de sommeil, essayer de trouver le sweet spot, comme il est marqué dans la littérature anglaise, d'une bonne nuit de sommeil, et de reconsidérer la durée de sommeil comme un facteur de risque modifiable pour la santé cardiovasculaire et métabolique de nos patients, et de bien considérer que finalement, durée de sommeil courte et durée de sommeil longue, ce sont deux problématiques distinctes, avec la nécessité de développer des stratégies de prise en charge orientées sur ces deux pathologies. Et on ne peut pas considérer la prise en charge de la durée de sommeil sans considération de ses déterminants socio-écologiques, donc revenir à l'échelle du patient et de son environnement, mais également de considérer les troubles du sommeil comorbide vers une approche intégrative et d'identifier donc des phénotypes à risque, comme je vous le présentais, avec l'association entre durée de sommeil et insomnie. Et quand on va parler de la réduction du risque cardiovasculaire et de la durée de sommeil, là encore, la nécessité d'une prise en charge intégrative et d'une réduction agressive du risque en intégrant la durée de sommeil avec les autres facteurs qui sont des facteurs de risque identifiés de pathologie cardiovasculaire, mais la nécessité de mieux définir ce qu'on va entendre par sleep health et de ne pas la réduire à la durée de sommeil. Et c'est sur cette diapositive que je conclurai, un travail tout récemment sorti qui avait donc intégré, effectivement, vous voyez, la qualité de sommeil dans son score composite de prédiction du risque cardiovasculaire, incluant d'autres comorbidités du sommeil, notamment l'absence d'apnée du sommeil, la somnolence diurne excessive, un chronotrip du matin et l'insomnie. Et au plus votre score, au plus vous cochiez ces cases-là, finalement, d'une bonne santé de sommeil, au meilleur, je dirais, était votre pronostic sur le plan de la morbimortalité cardiovasculaire. Et l'autre message de cet article, c'est que finalement, ce n'est pas irréversible et que si vous modifiez finalement ce score vers des scores de sommeil plus sain, vous améliorez également votre pronostic. Donc toute une place du sommeil dans la prévention secondaire. Je vous remercie pour votre attention et puis je tenais également à remercier toute l'équipe sans qui ce travail ne serait pas possible. Sébastien, un grand merci. Je tiens l'attention à ceux qui nous regardent en direct. C'est tout à fait possible de poser les questions par chat. Ils vont défiler devant moi et je peux poser les questions à Sébastien. Merci Sébastien d'avoir tenu le ton parfaitement bien. On a 5 minutes de questions. Donc, bien que je suis éblouie par les lumières, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne vois pas grand-chose. Je vais commencer avec une question, Sébastien. Effectivement, je sais que la durée de sommeil est toujours présentée comme moins de 6 heures, mais en fait, est-ce qu'on a les études qui regardent les besoins de sommeil et la durée de sommeil? Parce qu'on sait qu'on n'est pas tous égaux devant les besoins de sommeil.
Alors effectivement, j'ai pas eu le temps de présenter ces aspects-là, effectivement, et c'est une de mes frustrations, mais c'est vrai qu'il y a effectivement des données qui regardent l'alignement entre durée de sommeil et temps de sommeil effectif. Et effectivement, donc, c'est un aspect qu'on n'a pas pu aborder. Cette durée de sommeil, elle est en grande partie génétiquement déterminée. Hein, et il y a même une étude donc, toute récente qui a remarqué que quand on regarde finalement les longs dormeurs, ce phénotype un peu particulier, ben finalement, si on n'a pas de prédisposition génétique, hein, on n'a pas le même risque associé à ces éléments-là. Donc il y a probablement dans cette compréhension du rythme de sommeil également un alignement avec les besoins. Et on parle de données populationnelles, là, mais de revenir, là encore, aux besoins de sommeil du patient. Mais d'autres études sont nécessaires pour conclure. Donc, je n'ai pas de questions sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois vraiment rien. C'est dur. Ben, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va passer alors à la prochaine. Sauf si Damien, tu n'as pas une question que tu veux poser là? Ce serait plutôt une question générale à la fin, donc ça c'est bien de passer. Oui, parce que je vous rappelle qu'on a un petit temps de questions à la fin. On va réunir tout le monde sur la strate pour une petite table ronde. Donc j'appelle justement Sébastien nous rejoindre et j'appelle Stéphanie Biolek, donc psychiatre adolescent et enfant, je pense que tout le monde le connaît, chef de service à Grenoble en pédopsychiatrie, qui va nous parler de sommeil chez l'enfant. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, on va vraiment faire un gap. Là, on va passer du sommeil adulte au sommeil de l'enfant et on va voir que les durées de sommeil sont vraiment des marqueurs importants dans le développement. Je crois que ce qui est important vraiment quand on aborde le sommeil de l'enfant, c'est vraiment d'avoir une approche développementale du normal au pathologique et de l'enfant à l'âge adulte. Ce qui est certain, c'est que dans les premières années de vie, les enfants passent plus de temps à dormir qu'éveillés et que le sommeil va être vraiment un élément clé dans différents domaines, que ce soit la maturation cérébrale, l'apprentissage, la mémoire, les performances scolaires et tout ce qui est de la régulation émotionnelle et évidemment physique, métabolique. Ce qui est important, c'est vraiment les plaintes de sommeil sont une des principales préoccupations des parents et une fréquente demande d'aide vers un professionnel de santé. Et parfois, les inquiétudes des parents s'inscrivent plutôt dans des questions qui ont plus lieu de la maturation du sommeil, plus que d'une véritable pathologie et cette installation du rythme veille-sommeil qui a de nombreuses modifications sur les premiers mois de la vie. Donc c'est vrai qu'il y a un véritable bouleversement de la naissance avec deux grands stades de sommeil, le sommeil agité et le sommeil calme, qui vont devenir ensuite le sommeil paradoxal et les différents stades de sommeil. Il en est de même avec le rythme veille-sommeil, avec un temps de sommeil nocturne au départ sur la première semaine de vie où on a un rythme ultradien et puis au fur et à mesure on va voir ce temps de sommeil nocturne qui va s'accroître et le temps de sommeil diurne qui va diminuer et puis en termes d'architecture et de cycle de sommeil. Donc vraiment sur ces premiers mois de la vie il y a un véritable bouleversement dans cette mise en place du rythme veille-sommeil. Alors, de façon parallèle à l'adulte, il y a eu, la National Sleep Foundation a émis des recommandations en termes de temps de sommeil et on voit vraiment que c'est extrêmement, je dirais, bien décrit sur un temps de sommeil chez l'enfant de 4 à 12 mois aux alentours de 14 heures, chez l'enfant de 1 à 2 ans autour de 11 et 14 heures et chez le préscolaire autour de 11 heures et on va voir ensuite chez le grand enfant
primaire, début collège, plutôt autour de 10 heures, et lycéens autour de 9 heures. Mais on va, nous, vraiment s'intéresser plutôt aux 0-3 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a donc ces recommandations. Néanmoins, quand on regarde un petit peu la littérature, on se rend compte qu'il y a une influence culturelle, et c'est un beau papier là, de l'équipe lyonnaise sur reprenant qui est réalisé sur 170 000 enfants reprenant la littérature, avec des pays qui sont à prédominance asiatique et puis des pays non asiatiques à prédominance caucasienne. Eh bien, ce qu'on observe là, donc les pays à prédominance asiatique, c'est la courbe orange. On observe que à la naissance, les enfants, donc d'origine asiatique, ils ont une durée de sommeil qui est plus élevée que, en bleu, c'est prédominance caucasienne et en rouge, c'est l'échantillon total. Et qu'à 3 mois, on observe vraiment une diminution de ce temps de sommeil, et cette diminution du temps de sommeil, elle va perdurer sur ces 3 premières années de vie. Donc c'est vraiment une particularité, avec également beaucoup plus de réveil nocturne chez les enfants d'origine asiatique. Donc on peut s'interroger vraiment sur ces différences en termes de temps de sommeil et également de réveil nocturne, et également d'horaire de coucher, puisque ce qu'on peut voir, c'est que les enfants d'origine asiatique, ils vont garder des horaires de coucher autour de 22 heures sur les 3 premières années de vie. Alors probablement que les habitudes parentales, elles interviennent avec des couchers plus tardifs, plus irréguliers, probablement moins de routines de coucher, des comportements de bercement qui sont différents. Voyons maintenant des résultats en termes de suivi de cohortes. Et là, ce sont donc 2 cohortes finlandaises, donc, qui ont suivi des enfants sur 2 ans ou 1 an, avec des cohortes autour de 1500 et 2000 sujets à 3 et 6 mois, et ensuite près de 1000 sujets ou 1600 sujets. Alors, pour faire partie de cette cohorte, il fallait être né à terme et en bonne santé, et il y avait donc une évaluation de la durée de sommeil et de la qualité du sommeil uniquement par questionnaire. On observe que à 3 mois, les enfants ont une durée de sommeil autour de 14 heures, et à 2 ans, qui est autour de 12 heures, et ce qui nous rassure par rapport aux données de la National Sleep Foundation. On est dans ces recommandations. On observe vraiment une diminution du sommeil diurne sur ces 2 premières années. Ce qui est un petit peu étonnant dans ces suivis, c'est que près de 20% des parents se plaignent de troubles du sommeil chez leur enfant, avec vraiment, autour de 8 mois, une augmentation de cette plainte de sommeil. Près de 40% des parents se plaignent d'un mauvais sommeil de leur enfant, et ça sur différentes dimensions, que ce soit le fait que leur enfant se réveille la nuit, qu'il n'arrive plus à s'endormir seul, donc sur des comportements qui se modifient. Et puis, au cours du développement, on observe que la latence d'endormissement, alors chez l'enfant, c'est là, je dirais, la seule donnée qui est vraie de l'enfant à l'âge adulte, c'est la latence d'endormissement qui est inférieure à 30 minutes. À 3 mois, elle est supérieure à 30 minutes, mais à partir de 6 mois, on voit des latences d'endormissement qui sont inférieures à 30 minutes, et vraiment, on voit bien une consolidation du sommeil à partir avec la diminution des réveils nocturnes autour de 18 mois.
Alors c'est vrai qu'on dit beaucoup qu'on perd du temps de sommeil. Quand on regarde quand même au niveau des enfants sur les 3 mois, 24 mois, bon, ce temps de sommeil, il y a quelques minutes, mais c'est quand même pas catastrophique. Et puis surtout, l'étude La Française, ELF, dont on va reparler, c'est plutôt rassurant de se dire que les enfants français, ils ont un temps de sommeil qui est dans la norme sur ce travail qui est récent. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent influencer cette variabilité du temps de sommeil? Eh bien, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la réduction du temps de sommeil serait associée à des faibles niveaux d'éducation maternelle, le fait d'être un garçon, d'avoir une fratrie plus âgée, la dépression du postpartum, l'insomnie maternelle, les écrans, bien sûr, l'introduction de l'alimentation solide à moins de 4 mois et être à la garderie. Et ce qu'on voit émerger, c'est de se dire, certes, il y a des facteurs sur lesquels on ne va pas pouvoir, entre guillemets, intervenir, mais il y a des facteurs quand même sur lesquels on va pouvoir intervenir. Sur la variabilité interindividuelle aussi, on voit que chez l'enfant, une exposition à la lumière la journée va entraîner un plus long temps de sommeil. Ce qui est important, c'est aussi le chronotype de maternelle, et un chronotype vespéral maternel entraîne plus de siestes, plus de difficultés d'endormissement et un coucher plus tardif. Donc c'est important d'avoir ces éléments en tête. Maintenant, je voulais, dans une deuxième partie, essayer plus de se focaliser sur le sommeil, la cognition et le développement. Classiquement et de façon un petit peu caricaturale, on décrit différents types de mémoire. Et dans la mémoire à long terme, il y a la mémoire déclarative, explicite, qui concerne en fait le stockage et la récupération de données qu'un individu peut faire émerger consciemment. Et puis, il y a la mémoire procédurale, la mémoire des automatismes qui fait que je sais faire du vélo et quand je refais du vélo, je n'ai pas besoin de réapprendre. Et des études ont été faites, et donc là, on va vraiment regarder les études qui ont pu être réalisées chez le moins de 2 ans, chez des enfants de 6 à 12 mois, où on fait des tests d'imitation différés, c'est-à-dire qu'on apprend à l'enfant des nouvelles actions, et dans différentes conditions, que ce soit des siestes prolongées, et avant et après une nuit de sommeil. Et on regarde les performances des enfants dans la situation siesteur-non siesteur et après une nuit. Et on observe que ici, donc, en noir, c'est le groupe de siesteurs, et en gris, le groupe de non-siesteurs, et en blanc, c'est le niveau de base. On observe que la sieste intervient dans la consolidation de la mémoire déclarative dans cette première année de vie. Donc de l'importance, bien sûr, de la sieste. Et dans cette revue de la littérature de Mason en 2021, il y a donc d'autres études qui montrent également l'impact de la sieste sur des enfants qui ont moins de 16 mois. Qu'en est-il maintenant de la mémoire procédurale et de l'apprentissage locomoteur? Alors vraiment, les chercheurs, ils ont de belles idées pour comment essayer de mesurer ce type de comportement chez l'enfant de 3 mois. Eh bien, on entraîne l'enfant à déplacer un mobile au-dessus de son berceau en donnant des coups de pied, et la mesure, c'est le taux de rétention, la mesure de coups de pied. Et puis on représente le mobile 2 semaines après, et puis on regarde le nombre de coups de pied, et on observe des corrélations positives entre rétention, temps de sommeil nocturne et sieste. Et je trouve que c'est des belles données quand même expérimentales. Il faut quand même avoir ce type d'idées. Qu'en est-il des processus émotionnels? Là, c'est des données qui sont plus sous forme de questionnaires qu'on a passés aux mamans, et on observe des corrélations
sur le temps de sommeil, le coucher tardif, et puis ce qu'on va appeler les problèmes internalisés, c'est-à-dire des enfants qui vont présenter plus de symptomatologie dépressive, plus de symptomatologie anxieuse, qui sont plus en retrait, qui vont présenter aussi des comportements d'inhibition plus importants, alors que la fragmentation du sommeil est plus associée à des difficultés dans des compétences sociales et pas dans les problèmes internalisés. Donc vraiment, on voit bien que également dans le développement socio-émotionnel, le temps de sommeil, et que ce temps de sommeil soit nocturne et diurne, a une véritable importance. Enfin, ce dernier travail expérimental, où là, on met les enfants autour là, de 3 ans dans une situation un petit peu complexe. Ils doivent réaliser un puzzle et il y a, entre guillemets, une mauvaise pièce. Peut-être que au CPP, ça peut peut-être être un petit peu compliqué, parfois, ce type de situation. Et là, on a donc les siesteurs et les non-siesteurs. Et les siesteurs, ils voient qu'il y a une mauvaise pièce et ils disent clairement il y a une mauvaise pièce dans ce puzzle. Alors que les non-siesteurs, ils vont avoir des comportements bien différents. Les non-siesteurs vont s'engager dans des comportements un petit peu de... Ils vont se mettre à se ronger les ongles, à se mordre les lèvres, ou bien ils vont se focaliser sur la mauvaise pièce en arrêtant de faire le puzzle, ou bien, au contraire, ils font comme si le puzzle était terminé et qu'il n'y avait pas cette mauvaise pièce. Donc vraiment, en termes de régulation des émotions, alors c'est vrai que c'est peut-être un peu exagéré de dire la façon de réagir aux événements difficiles, mais en tout cas, déjà de la résolution de problèmes qui mettent les tout petits, enfin les moins de 3 ans en difficulté, on voit des différences chez les siesteurs et les non-siesteurs, et que vraiment la dette de sommeil chronique vraiment peut impacter les capacités d'autorégulation des jeunes enfants avec des difficultés socio-émotionnelles et comportementales. Je voudrais terminer avec ces deux derniers travaux sur des cohortes. Alors une première cohorte de 2007 qui s'est intéressée à des trajectoires, des patterns de sommeil en identifiant 4 patterns de sommeil, des sujets là en bleu marine qui dorment 11 heures par nuit, en bleu dur des enfants qui dorment 10 heures par nuit, donc c'est de 2 ans et demi à 6 ans, en vert des courts dormeurs, et en rose, en fait, ce sont des courts dormeurs qui ensuite vont rattraper, entre guillemets, leur durée de sommeil. Et ils ont regardé, en réalité, les difficultés comportementales. Ils ont exploré, en fait, les trajectoires comportementales de ces 2 courbes, les violets et les verts. Et on observe que le fait de dormir moins de 10 heures est associé à des comportements externalisés en termes de score élevé d'hyperactivité et d'impulsivité et de faibles performances cognitives. Et ceci, en fait, chez les courts dormeurs, et aussi ceux qui dormaient moins de 10 heures à 2 ans et demi, qui rattrapent à 4 ans, mais il reste des difficultés. Donc c'est vraiment cette durée de sommeil précoce a un véritable impact, que ce soit en termes comportementaux et également en termes cognitifs. Alors pour finir, une belle étude française de l'équipe de Sabine Planck-Coulen, utilisant les données de la cohorte ELF, donc qui évalue des trajectoires développementales, les enfants étant évalués à 1 an, 2 ans, 3 ans et demi et 5 ans et demi. Donc là, c'est des données sur près de 1000 enfants, et ils ont défini des trajectoires de sommeil en termes de durée de sommeil nocturne, durée de sommeil diurne, des réveils nocturnes et des difficultés d'endormissement.
Et ce qu'ils observent, c'est différents phénotypes sommeil, et je pense que c'est là où vraiment, dans les années à venir, on vraiment, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, on va voir vraiment des phénotypes qui vont émerger, qu'on ne va pas parler uniquement de durée de sommeil. Alors, il y a les bons dormeurs, les longs dormeurs, et puis des bons dormeurs avec quelques difficultés d'endormissement. Ces 3 phénotypes sommeil ne présentent pas de problème de sommeil, et surtout, ils ont des habitudes comportementales à l'âge de 1 an qui sont des comportements adaptés de sommeil, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'endormir seuls, ils ne se réveillent pas la nuit, ils ont la chance d'avoir une chambre seule. Donc, ce sont des éléments qui sont importants dans les comportements de sommeil. Alors que ces 2 autres phénotypes, avec vraiment des diminutions de temps de sommeil et surtout des réveils nocturnes et des difficultés d'endormissement, dans ces 2 phénotypes sommeil, on avait des habitudes de sommeil à l'âge de 1 an qui étaient des comportements inadaptés, comme le fait de ne pas réussir à s'endormir seul ou à pas se réveiller seul dans son lit, de ne pas pouvoir rester toute la nuit dans son lit. Donc, vraiment, l'importance aussi de ce message, c'est aussi de se dire qu'il y a vraiment des facteurs sur lesquels on peut intervenir. Le fait d'apprendre à un enfant à s'endormir seul. L'enfant, quand il se réveille, il doit arriver à se réendormir seul. Ce sont des comportements qui vont avoir un véritable impact sur la qualité et la durée de sommeil. Donc vraiment, pour conclure, de l'importance du sommeil dans le développement physique, cognitif, émotionnel, que c'est important d'avoir ces connaissances du comportement, je dirais, physiologique de sommeil, et que c'est vrai que les parents, parfois, ils viennent en consultation pour des plaintes de sommeil, mais qui sont en réalité plutôt de la maturation du sommeil, mais de leur dire qu'ils ont un véritable impact sur le devenir du sommeil de leur enfant, et que c'est très important d'apprendre à son enfant à s'endormir tout seul, à quand il se réveille la nuit, à se réendormir tout seul. Vraiment, la modification de certaines habitudes de sommeil, c'est entraîne un véritable changement en termes de comportement. Je vous remercie de votre attention. Merci Stéphanie d'avoir parfaitement tenu le temps. On a largement la place pour plusieurs questions. Il y a des questions en haut à droite. Oui. Allô? Ah oui. Stéphanie, là, ici à droite. Bon, je reconnais la voix de Carmen. Voilà. Non, c'est ça, je ne vois pas Carmen, mais je reconnais sa voix. Bravo pour ta présentation, merci beaucoup. J'ai 2 questions. Ma principale question, c'est toujours la question entre la poule et l'œuf, ce que tu viens de décrire, hein, c'est-à-dire, certes, on voit qu'il y a des trajectoires qui existent avec une durée de sommeil qui est en dessous de la fourchette, et donc des difficultés comportementales associées qu'on voit encore se poursuivre. Mais on sait aussi qu'il y a des états pré-comorbides finalement, où on a un trouble de type TDAH, mais qui se manifeste entre 0 et 3 ans, où on n'a pas encore de diagnostic de TDAH, par essentiellement un trouble du sommeil ou de la durée du sommeil. Et il peut y avoir d'autres troubles, notamment du neurodéveloppement, qui sont dans cette situation. Je dis ça juste parce que dans ce cas-là, c'est très difficile de dire il faut corriger la durée de sommeil coûte que coûte pour avoir un meilleur comportement, parce que c'est peut-être pas à l'inverse que ça se joue. Et mon deuxième, c'est juste une remarque. Je pense que dans toutes ces études, il faudrait tenir compte aussi des besoins de sommeil extrêmes ou pas des parents et des chronotypes parentaux, ce qui fait peut-être le lien avec ce que Jacques va nous raconter tout à l'heure. Oui, alors c'est vrai que
bon, comme il y a aussi le talk de demain, justement, sur les troubles du neurodéveloppement, TSA, TDAH, j'ai pris le parti de pas aborder de ces facteurs, de cette précomorbidité, probablement quand même que je crois que une meilleure connaissance du sommeil et une meilleure observation du sommeil de 0 à 5 ans peut nous aider à peut-être intervenir précocement, je ne sais pas, mais en tout cas de se dire là on est peut-être sur une population vulnérable. Mais bon, je me disais que ça, on allait plutôt en parler demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on sait que le chronotype des parents et le chronotype maternel intervient vraiment en termes de durée de sommeil, de sieste, de qualité de sommeil. Tout à fait. Bonjour, docteur Assouline, j'exerce à Antibes. Merci pour votre présentation. Vous nous avez montré une très intéressante diapo où vous nous disiez qu'il y avait plus de couchers tardifs chez les enfants lorsque le chronotype de la maman était plutôt du soir. Est-ce qu'on a des données sur la transmissibilité de ce chronotype, d'une part du côté de la maman et du côté du papa? Et j'ai plus l'impression dans ma pratique courante que ça vient plutôt de la maman aussi. Mais votre question, c'est comportemental ou génétique? Génétique. Je ne sais pas, je laisse la parole à Jacques. Je crois qu'on ne sait pas bien. Hein. Je crois qu'on ne sait pas bien. Là, les associations, c'est plutôt en termes comportemental. Je crois qu'en termes de génétique, voilà. Si Jacques dit que non, Oui, je vais poser une question. Justement, ça montre bien que pour l'instant, on ne tient pas compte du tout de l'éventuel chronotype du bébé. Oui. Et que c'est les parents qui imposent, et notamment la maman, qui impose son rythme au bébé. Je crois qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Et je crois que c'est assez visible de découvrir assez rapidement le chronotype du bébé. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout appris en pédiatrie, etc. Alors, ce qui est sûr, c'est dans la prise en charge de l'insomnie, alors plutôt du jeune enfant, hein, plutôt peut-être de façon un petit peu plus tardive, quoi, vers l'âge à partir de 2-3 ans, c'est quand même très important, justement, d'essayer d'appréhender le chronotype des parents. Et on voit en réalité arriver en consultation des enfants qui vont être plutôt chronotype vespéral, avec des parents qui sont plutôt lève-tôt, couche-tôt, et qui créent en fait une insomnie parce que mon enfant doit être au lit à 19h30 ou 20h, alors que c'est plutôt un chronotype vespéral. Et c'est vrai qu'on va dire que ce sont un peu des fausses insomnies qui sont, oui, un peu induites par les comportements des parents. Et c'est là où c'est vrai que c'est très important de pouvoir appréhender ça. Et c'est là où, bien sûr, c'est important de pouvoir récupérer un agenda de sommeil sur le temps des vacances pour avoir un peu le rythme de l'enfant, pour pouvoir se baser sur ses besoins à lui et son rythme à lui. Une autre question, Justin? Oui, bonjour. Bonjour Arnaud Rabat. Oui, je voulais savoir s'il y avait des connaissances, des liens entre cette durée du sommeil, cognition, conation, mais chez l'adolescent. Oui. Non, il y a sur la durée de sommeil et impact on peut faire une journée, 2 journées. Oui. Non, et sur l'impact de la dette de sommeil, il y a beaucoup plus de travaux là-dessus. Et il y a de belles études expérimentales parce que c'est quand même plus simple quand même de mettre les adolescents déjà ils sont en dette de sommeil, mais on peut les mettre vraiment de façon expérimentale en dette de sommeil et on leur fait faire comme ça des mesures,
des temps de réaction, et on voit très bien que y a un beau papier qui met justement qui explore la différence entre les performances des adolescents qu'on a mis en dette de sommeil et leur évaluation subjective de leurs performances. Et ils disent qu'ils sont peu somnolents, alors que leurs temps de réaction sont très altérés. Donc vraiment en temps notamment de récupération, quand on leur fait récupérer de la dette de sommeil. Donc oui, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Je pense qu'on a le temps pour... Il y a une question effectivement qui attend en haut à droite, et ça depuis un moment. Est-ce que quelqu'un peut vous amener un micro peut-être? C'est en haut à droite, donc... Merci beaucoup. Justement, concernant les carences en temps de sommeil lors de l'enfance et de l'adolescence, est-ce que ça a des conséquences forcément irrémédiables à l'âge adulte au niveau cognitif? Je crois pas qu'on puisse comme ça poser cette... affirmer comme ça de telle façon, mais on sait qu'il y a des modifications aussi au niveau cérébral quand on fait des IRM chez des adolescents qui sont en dette de sommeil. Donc, mais je pense que c'est un peu compliqué. Il y a tellement de paramètres que c'est un peu compliqué de répondre comme ça par un oui affirmatif, parce que quand même notre cerveau est magnifique, il compense, donc. Oui, donc justement, il y a des phénomènes de compensation qui peuvent être liés à l'âge adulte. Oui. Donc et puis tout dépend un peu aussi à quel moment ont lieu cette privation de sommeil. Et puis toujours c'est les comorbidités. Si je suis en privation de sommeil, c'est un facteur de vulnérabilité à l'anxiété. On ne prend pas en charge l'anxiété. Est-ce que je vais me déprimer? Donc je pense c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre comme ça d'une façon causale si simplement. D'accord. Et j'avais une autre question concernant les travailleurs qui ont des temps des horaires décalés généralement sur des semaines, une semaine, une autre semaine. Mais ça je pense que c'est peut-être plutôt une question pour Jacques Taillard, non? Oui, pour le premier intervenant. Ah, d'accord, pour le premier intervenant. Alors, parce que si c'est du... Alors oui, pardon, pour Sébastien, alors. Oui, justement, et pour les travailleurs qui ont des horaires décalés d'une semaine à une autre, qui font des gardes de nuit par exemple, ou de jour suivant les jours, comment est-ce qu'ils peuvent réguler leur sommeil? Je pense que c'est une question effectivement pour la présentation suivante en fait. Après, c'est une question que vous allez garder pour Jacques. Tout à fait, on ne va pas oublier, promis. Donc, je passe le micro. Donc on va tout de suite attaquer la dernière présentation. Bravo. Alors la question, c'est: sommes-nous réellement en dette de sommeil ou victimes d'un désalignement circadien? Et c'est notre ami Jacques Taillard qui est chronobiologiste à Bordeaux et qui va faire cette présentation. Bonjour à toutes et tous. Ah, c'est vrai que c'est puissant, hein, les spots. Bon. Moi, je vais essayer de savoir pourquoi on est en dette de sommeil. Sébastien, il a parlé d'une épidémie de privation de sommeil. Et c'est de comprendre pourquoi on se prive de plus en plus de sommeil et quels sont vraiment les facteurs qui font qu'on va se priver de sommeil. Et que cette privation de sommeil, est-ce qu'elle n'est pas liée uniquement à un problème circadien, donc de désalignement circadien. Donc voilà mes liens d'intérêt. Alors la première question, c'est que vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un désalignement circadien. Donc en anglais c'est circadian misalignment. Ça a plein d'autres définitions. Ça peut être une désynchronisation circadienne, une perturbation circadienne ou une chronodisruption. Donc vous comprenez qu'il y a plusieurs termes, il y a plusieurs définitions. Donc nous, on va s'intéresser
un problème plus comportemental, c'est lorsque nos cycles comportementaux, donc en particulier le cycle veille-sommeil, n'est plus en phase avec les rythmes circadiens qui sont générés par notre horloge biologique. Donc je voulais juste aussi vous présenter cette diapositive, je l'ai présentée déjà hier, mais je la représente. On parle souvent de privation de sommeil, Sébastien et Stéphanie nous en ont parlé, mais on ne parle pas de problème plus de localisation du sommeil dans la journée. Donc ici, vous avez plusieurs groupes de personnes, donc il y en a 4 qui sont présentés. Donc ici, il y a des gens qui ont des rythmes très réguliers de sommeil et qui ont des durées de sommeil qui sont au-delà de ce qu'on recommande, donc c'est vraiment les champions. Il y a un groupe qui suivent exactement les recommandations de tout le monde, donc ils ont des horaires de vie réguliers, mais ils ne dorment pas suffisamment tous les jours. Et puis il y a 2 autres groupes qui sont un petit peu pathologiques, vous allez me dire, mais il y a un groupe qui fait plus de 8 heures de sommeil par jour, mais vous voyez qu'ils ont un schéma du cycle veille-sommeil très perturbé. Et puis il y a un autre groupe de sujets qui font vraiment ce qu'il ne faut pas faire du tout, ils ne dorment pas assez et ils ont un rythme veille-sommeil totalement irrégulier. Donc ce qu'on va se poser comme question, c'est qui est normal et qui est pathologique dans ces groupes de sujets. Un petit rappel sur comment est régulé le cycle veille-sommeil. Donc il y a 2 grosses entités, il y a le processus homéostatique, il y a le processus circadien. Le processus homéostatique, c'est l'évolution de la pression du sommeil au cours de la journée, donc ça augmente au cours de la journée, et ça diminue au cours de la nuit, puisque vous prenez du sommeil. Il y a un autre facteur, qui sont les horloges biologiques, donc c'est le processus circadien. Donc pour essayer de faire simple, c'est lui qui va essayer de vous dire à quelle heure vous allez vous coucher, à quelle heure vous allez vous lever. Comme on est des animaux ou des personnes diurnes, on va dire, on dort la nuit et on est éveillé le jour. Donc vos horloges circadiennes vont ouvrir les portes du sommeil généralement en début de soirée et vont fermer les portes du sommeil en début de matinée. Ces horloges biologiques, elles ont une propriété fondamentale de rythmicité, mais elles sont remises à l'heure tous les jours par le cycle lumière-obscurité et ça passe par la rétine, l'information lumineuse passe par la rétine. Ces 2 processus, qui sont régulés par une autre fonction qui est le chronotype, donc c'est une variabilité interindividuelle. C'est génétique, on s'est aperçu que les chronotypes dépendaient des gènes qui sont impliqués dans la régulation de l'horloge. Alors, je ne peux pas répondre à la question, je ne sais pas au niveau transmission qui transmet le gène du soir ou de vespéralité, ou si c'est un ensemble. Il n'y a aucune étude qui explique si vos parents sont du matin, est-ce que vous allez être vraiment du matin, on ne sait pas trop. Et puis après, il y a un problème qui est votre temps social. Donc c'est vos contraintes. La plus importante, c'est économique, il y a le travail, ou il y a le lycée, ou il y a l'école. Et puis, il y a aussi votre temps social, vos activités extra-travail, qui vont influencer les rythmes qui sont générés par ces 2 processus. Alors, dans le plus beau des mondes, tout le monde est en phase, et donc vous vous couchez, vous vous levez aux heures prévues dans la journée, et votre temps social est calé à ce rythme. Ce qui fait que votre rythme veille-sommeil, il est en phase avec le cycle lumière-obscurité et le rythme circadien. Alors c'est très difficile de savoir si c'est vraiment bien ou pas bien, parce que actuellement, on est tous contraints par plein de facteurs, et d'observer si cette synchronisation circadienne, elle existe ou pas. Actuellement, en 2023, c'est très compliqué. On a la chance, encore, d'avoir des populations qui vivent sans contrainte professionnelle et sans contrainte de lumière artificielle. Donc, ils n'ont pas accès à la lumière artificielle, ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas accès à des contraintes
socio-économiques pour vivre, c'est les chasseurs-cueilleurs. Alors, il reste très peu de population de chasseurs-cueilleurs. Il y en a 3 qui ont été étudiées, une en Amérique du Sud et 2 en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été enregistrés au niveau d'actimètre, donc c'est des données tout à fait objectives. Et donc vous voyez que le sommeil est bien situé pendant la nuit, entre le coucher et le lever du soleil. Il ne se couche pas tout de suite après le coucher du soleil. Il y a des activités sociales qui sont autour du feu. Alors j'insiste bien, autour du feu. Donc on discute, on raconte des histoires, après on va se coucher. Et puis vous voyez qu'ils ne se réveillent pas du tout au lever du sommeil, ils se réveillent bien avant. Et donc les chercheurs qui ont travaillé sur ces populations, ils ont essayé de savoir pourquoi. Et donc ils ont mesuré la température extérieure. Et donc ils se sont aperçus que les levées étaient conditionnés uniquement par la température extérieure. Ce qui est un petit peu normal, ils n'ont pas de couette, ils n'ont pas de chauffage. Donc il y a un moment donné, l'organisme les réveille à un moment un petit peu critique au niveau température et survie. Et après, ils se lèvent. Qu'est-ce qui se passe en fonction des durées de sommeil? Alors, vous allez voir, c'est quand même des durées de sommeil qui sont peu élevées. Ça varie entre 6 heures et 7 heures de sommeil. Il y a des différences au niveau de l'été et l'hiver. L'été, ils dorment moins que l'hiver. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Nous, on ne le fait pas du tout. Les saisons, on les a complètement oubliées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'heure de lever, quelle que soit la saison, elle est pratiquement toujours la même. Par contre, en fonction des saisons, l'heure de coucher est décalée l'été. Donc ils se couchent plus tard, ce qui est normal, puisqu'il fait jour plus tard. J'insiste un petit peu aussi sur le fait que vous voyez qu'ils ne se couchent pas toujours à la même heure, ils ne se couchent pas toujours à la même heure, voire, vous voyez, il y a une grande différence, parce qu'ils ont quand même des activités sociales qui sont différentes au cours des jours, donc ils n'ont pas une régularité aussi importante de leur cycle veille-sommeil comme on pouvait l'envisager. Le lever, par contre, très conditionné, ils se lèvent pratiquement toujours à la même heure, puisque c'est la température extérieure qui les réveille. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? Alors, je crois que le fait le plus important, c'est au niveau de la révolution industrielle au XIXe siècle. Il y a 3 choses importantes qui ont modifié notre cycle veille-sommeil. La première, c'est le développement des chemins de fer. Vous savez qu'à cette époque, on vivait encore à l'heure des cadrans solaires. Donc l'heure de Strasbourg n'était pas la même que celle de Brest ni de Paris. Donc c'était très compliqué de mettre en place des horaires d'arrivée et de départ des trains, puisque la France et l'Europe ne vivaient pas à la même heure. Donc il a fallu instaurer une heure normale en France, et puis après il y a eu l'heure européenne. On en parlera un peu plus loin. Il y a une chose qui est arrivée, c'est la lumière artificielle. Donc l'éclairage public en premier lieu, commercial, de divertissement. On a commencé à pouvoir s'amuser la nuit, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée de la lumière artificielle. Et puis après, elle est arrivée plus tardivement dans nos maisons. Donc il y a un effet lumière artificielle qui va avoir une importance considérable sur notre sommeil. Et puis le dernier lieu de l'industrialisation, c'est l'augmentation de la productivité. Donc on a commencé à imposer des horaires de travail. Ça n'existait pas avant. On allait travailler à une certaine heure, on repartait. Ce qu'on demandait, c'était « il faut que tu fasses ça dans la journée ». À quelle heure? On s'en moquait. Il fallait qu'à la fin de la journée, ce qu'on lui avait demandé, c'était fait. Maintenant, ce n'est pas du tout comme ça. On demande aux ouvriers de venir à telle heure à l'usine et d'en repartir à telle heure. Et est apparu, dès le XIXe siècle, le travail posté, travail de nuit, et c'est en particulier les usines Ford qui ont instauré ça aux États-Unis. Donc on va parler de l'heure normale. Avant 1891, on vivait tous à l'heure solaire. Donc, comme je vous ai dit, chaque région vivait à une heure différente. Si on regarde les fuseaux horaires, en France, entre Strasbourg et Brest, il y a pratiquement 1 heure de différence. Donc les Strasbourgeois, ils ne vivent pas à la même heure que les Brestois avant 1891.
Même s'il existait des horloges, elles étaient tout le temps remises à l'heure sur les cadrans solaires. Donc il y a eu la disparition de l'heure solaire, un petit peu dommage. En 1944, on a décidé de passer à l'heure normale de l'Europe. On s'est aligné au méridien de Greenwich. On a pris 1 heure au niveau du sommeil. Donc on a 1 heure d'avance, on vit 1 heure d'avance sur le soleil. Donc ça commence à être un petit peu gênant au niveau de nos horloges biologiques qui sont mises à l'heure uniquement par le soleil, ce n'est pas par votre montre. Puis en 1976, il y a eu le choc pétrolier. On a dit qu'il faut faire des économies d'énergie. Donc est apparu le changement saisonnier de l'heure. Donc on est passé heure d'hiver, heure d'été. Donc l'heure d'hiver, on a toujours 1 heure d'avance sur le soleil. L'heure d'été, on a 2 heures d'avance sur le soleil. Donc on commence à se retrouver un petit peu désynchronisé par rapport à ce qu'on vit avec l'influence du cycle du coucher et du lever du soleil. Donc vous comprenez bien que maintenant, le temps solaire, il correspond au temps circadien, mais il n'est plus du tout lié à notre temps social. On est en avance de 2 heures au niveau de notre lever, mais aussi au niveau de notre coucher. Donc il fait jour de plus en plus tard. Donc dans tous les cas, on est en retard de phase par rapport au soleil d'1 heure ou de 2 heures si c'est l'heure d'été. Je ne vais pas faire, mais on peut vous poser des questions sur le changement d'heure, ses répercussions sur notre santé, sur notre cycle veille-sommeil, et surtout, à un moment donné, vous entendez qu'on va supprimer ce changement d'heure, donc il faudra faire un choix. Est-ce qu'on passe à l'heure d'hiver, l'heure d'été? Et vous avez tout de suite la réponse à quelle heure il faut choisir. Qu'est-ce que fait la lumière artificielle la nuit? Alors là, c'est une étude qui a été effectuée sur l'introduction de la lumière dans une population de chasseurs-cueilleurs. Donc ils n'ont pas de contraintes sociales, c'est juste que dans la maison est arrivée une ampoule. Je dis bien c'est une ampoule, ce n'est pas un éclairage comme ici, c'est juste une ampoule qui est arrivée dans leur maison. Donc, qu'est-ce qui se passait avant l'introduction de la lumière? Comme c'était décrit chez les chasseurs-cueilleurs, ils dormaient, alors là, ils dorment un peu plus que ceux qu'on avait vus. Ils dorment l'été 7 heures, l'hiver, ils dorment 8h05. Qu'est-ce qui se passe quand on allume la lumière? Vous voyez tout de suite que la durée du sommeil est considérablement réduite. On perd 1 heure, juste parce qu'on introduit une toute petite lampe dans l'habitat. Et je dis bien, ce n'est pas dans les chambres à coucher, c'est juste une lampe dans une pièce. On perd 1 heure, vous voyez, 6 heures l'été, 7h30 l'hiver. Et cette modification de la durée du sommeil, elle ne se voit vraiment pas sur l'heure de lever, c'est surtout sur l'heure de coucher. Donc il y a un retard de l'heure de coucher de plus d'1 heure. Ce n'est pas un smartphone, on est d'accord. C'est juste une petite lampe. On va parler aussi de la lumière artificielle la nuit parce qu'elle change. Au niveau technologique, la lumière qu'il y a dans nos maisons, elle est de plus en plus différente. Avant, on avait des tubes fluorescents où on avait des ampoules incandescentes. Et donc, on regarde une lampe incandescente à 300 lux. Avant, elle avait un spectre qui était plus vers des couleurs chaudes. Maintenant, on peut est très faible au niveau des couleurs proches du bleu. Maintenant, à l'arrivée des LED, donc il y a 2 types de LED. Il y a des LED qui sont riches en couleur bleue et d'autres qui sont pauvres en couleur bleue. Donc maintenant, on va parler non plus en luxe, on va parler en intensité d'éclairage équivalent mélanoptique. Donc en fait, combien de lumière bleue il y a dans vos LED. D'accord? Et donc, en fonction de cette mesure de la lumière dans nos maisons, il y a un groupe d'experts en chronobiologie qui ont déterminé quel était vraiment l'impact, donc ça c'est une méta-analyse, quel est l'impact de 2 heures de lumière avant le coucher, en fonction donc de la quantité de lumière bleue qu'il y a dans cet éclairage.
Donc quand il n'y a pas de lumière bleue, vous voyez qu'il n'y a pas de suppression de mélatonine. Là, c'est la courbe de la suppression de mélatonine, excusez-moi. Et plus on va augmenter en intensité lumière bleue, plus vous voyez que la sécrétion de mélatonine est de plus en plus importante. Donc en sachant que 30 lux, c'est ici, on commence à arrêter la production de mélatonine et c'est à peu près ce qu'il y a dans toutes nos maisons. Ce qui est intéressant, c'est aussi au niveau du décalage de la sécrétion de mélatonine. Et vous voyez qu'à partir de 100 lux, on a un décalage qui est de plus de 2 heures. Ça veut dire qu'on recule la sécrétion de mélatonine de 2 heures. Donc il y a vraiment un déphasage qui se produit au niveau de nos rythmes circadiens. Et puis il y avait aussi une étude sur l'état de somnolence, donc en fonction d'une échelle subjective. Et vous voyez que plus on instaure de la lumière le soir, plus on est éveillé. Ce qui n'est peut-être pas bon pour entraîner un endormissement. Quel est l'impact de la lumière artificielle au niveau physiologique? Donc là, c'est dans des situations très contrôlées. Hein, on sait pas dans... Et donc, c'est des gens qui sont en laboratoire. C'est un petit peu ce que vous a décrit le docteur Skin juste avant. Hein, c'est dans des études faites en constante routine. Donc, on contrôle tout. Hein, et donc, on regarde si 2 heures de lumière à une certaine intensité, ça a un impact sur le sommeil. Et vous voyez que plus la lumière avant votre coucher est forte en lumière bleue, plus votre temps total de sommeil est réduit. C'est dû en particulier à une augmentation de la latence d'endormissement. Donc même si vous éteignez la lumière et que vous vous couchez à l'heure précise, cette lumière, elle va avoir un impact sur votre temps d'endormissement. Donc plus vous avez été exposé à une lumière bleue, plus vous allez mettre de temps à vous endormir. Ça a un impact aussi sur tout le sommeil. Hein. Vous voyez qu'au niveau de l'efficacité du sommeil, plus vous avez été exposé à de la lumière bleue le soir, plus vous allez avoir d'éveil nocturne au cours de la nuit. Alors, il y a une bonne nouvelle, la lumière bleue, elle ne touche pas votre sommeil lent profond. Tant mieux, il y a au moins ça de préservé. Donc, la lumière artificielle la nuit, maintenant, on n'est plus en phase avec le temps solaire, on n'est plus en phase avec le temps circadien. Par contre, on peut dire qu'on peut être en phase avec le temps social si on est exposé à la lumière naturelle le matin et la journée. Là, actuellement, on est tous au congrès, on est assidus, et donc on reste dans un environnement très peu éclairé. Donc, on est en difficulté au niveau de notre horloge biologique, puisqu'elle n'a pas assez de lumière pour être synchronisée. Donc, il y a 2 problèmes actuellement hein, dans notre société. C'est qu'on est éclairé le soir, et surtout, on est sous-éclairé la journée. Donc, il y a une étude, c'est une simulation hein, qui a été faite en fonction de modèles. Et donc, là, c'est 10 lux en début de soirée, enfin avant votre endormissement, j'ai perdu ma souris, 20 lux, 30 lux, 40 lux. Donc, ce qui est quand même puissant, hein, on a vu. Mais si vous êtes éclairé la journée, vous voyez qu'on peut contrebalancer cet effet de la lumière le soir. Donc, ça veut dire que si vous restez tous dans cet amphithéâtre pendant toute la journée, la lumière, vous l'avez subie hein, hier soir, et vous n'allez pas contrecarrer le retard de phase qui a été imposé. Si vous allez dehors, et je vous y invite, il faut vite y aller, vous allez pouvoir contrecarrer l'effet de cette lumière qui a été introduite, cette lumière artificielle qui a été introduite en début de soirée. Par contre, si vous restez dans l'amphithéâtre, là, le temps solaire, il n'est plus du tout en phase avec le temps circadien et plus du tout en phase avec le temps social, ce qui veut dire que vous êtes complètement désynchronisé, donc vous avez un désalignement circadien. Les contraintes socio-professionnelles, j'en parle pas beaucoup, c'est le travail posté, travail de nuit, vous êtes tous au courant, c'est pas bon. Par contre, il y a quand même une différence au niveau des cycles. Hein. Un travail matin, vous voyez que la durée du sommeil est plus faible, comme le travail de nuit. Par contre, hein, le travail d'après-midi
préserve quand même la durée du sommeil. Au niveau des synchronisations, c'est le travail de nuit qui est le plus important. Il y a pratiquement 6 heures de différence entre travail de nuit et horaire de vie normal. Donc là, les gens en travail de nuit sont vraiment décalés, mais ça, tout le monde le sait. Et c'est quand même le travail d'après-midi qui préserve des bons horaires de travail dans la vie. J'ai 5 minutes. Jet lag social. D'accord. Jet lag social. Alors, jet lag social, il y a jet lag. On est d'accord? Donc, ce n'est pas une histoire de je dors plus le dimanche ou je ne dors pas. C'est comme vous vivez un jet lag pendant le passage du fuseau horaire, c'est que votre horloge biologique, elle n'est pas en phase avec votre temps social. Et donc, pour savoir le temps social, le vrai rythme circadien, on regarde ce qui se passe les jours de repos. D'accord ? C'est les jours de repos où votre rythme veille-sommeil se synchronise avec vos horloges. Et c'est les jours de travail où là, il y a une contrainte socio-professionnelle qui fait qu'il faut vous lever. Et plus vous ne vous levez pas à l'heure à laquelle votre horloge biologique voudrait, vous vous levez à une heure bien plus précoce. Le jet lag social, c'est ça. C'est pendant les jours de travail. Ce n'est pas pendant les jours de repos. On est d'accord? Donc là, les jours de repos, le temps solaire est toujours différent au temps circadien à cause du changement d'heure. Par contre, on est en phase avec le temps social. Les jours de travail, là, vous avez le temps solaire qui est différent du temps circadien et du temps social, donc vous êtes désynchronisé. Cette désynchronisation, ça va impliquer une réduction de la durée du sommeil les jours de travail et bien entendu une augmentation de la durée du sommeil les jours de repos parce que vous allez essayer de rattraper tout ce qui vous manque comme sommeil. Alors toujours pareil, une bonne nouvelle, c'est que si vous introduisez de la lumière le jour, vous pouvez compenser ce jet lag social. C'est encore une étude de simulation. Donc ici, vous avez la lumière le jour. Ici, vous avez le jet lag social, donc plus c'est jaune, plus vous avez un jet lag social important, plus c'est bleu, moins votre jet lag social est fort. Donc vous voyez qu'une lumière artificielle le soir, plus elle est importante en luxe, plus votre jet lag social est fort. Par contre, si vous introduisez de la lumière la journée, une lumière naturelle, et bien vous voyez qu'on peut compenser ce jet lag social et donc rétablir un rythme plus adapté au rythme de l'éclairage naturel. Petite synthèse, il y a la nuit, il y a un endormissement et le réveil matinal. Si on vit comme les chasseurs-cueilleurs, notre sommeil est en phase avec la nuit. Le triangle bleu, c'est le minimum circadien de la température, donc qui est un reflet de l'horloge biologique. Et donc, vous voyez qu'il est bien placé, puisqu'il est placé en fin de nuit. On introduit la lumière artificielle le soir, excusez-moi, et donc on décale le sommeil, mais on décale aussi le rythme de la température centrale. Si on introduit de la lumière le jour, donc vous allez dehors, ce qui est super, vous voyez qu'on commence à resynchroniser notre rythme veille-sommeil à quelque chose qui est plus naturel, donc avec un déplacement du sommeil plus sur des valeurs normales. Et le rythme de la température suit cette avance de phase. Le problème actuel, c'est qu'on a des contraintes socio-professionnelles importantes, qui peuvent être aussi liées au transport. Il n'y a pas que les horaires de travail, il y a le temps qu'il faut aller au travail. Et puis aussi, il y a une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que notre société, maintenant, elle fonctionne 24 heures sur 24. Et donc, avec votre smartphone, vous pouvez faire plein de choses le soir, même des choses obligatoires. Il n'y a pas que du divertissement. Avec le smartphone, on fait plein de choses. Donc, notre durée de sommeil, elle est complètement réduite par l'effet de la lumière et de cette activité qui est
maintenant disponible le soir, donc on peut faire plein de choses le soir. Donc on recule notre temps total de sommeil, mais par contre on se lève le matin tôt pour aller au travail. Donc il y a une réduction du temps total de sommeil, et vous voyez même qu'on se lève juste avant notre creux circadien, donc le lever va être encore plus difficile au niveau cognitif et performance. Donc si on ajoute, et là c'est important, hein, si on augmente la lumière le jour, l'intensité lumineuse, on peut recaler au moins le rythme circadien, et donc on va se lever à un moment plus opportun, plus optimum au niveau de nos performances cognitives. Et on va pouvoir aussi, j'ai fini, et on va pouvoir aussi... Donc, un désalignement circadien, ça a les mêmes impacts sur notre santé au niveau des maladies. À court terme, il y a une somnolence, hein, puisqu'on est privé de sommeil, il y a des mauvaises performances cognitives, il y a un déficit de l'attention, il y a un stress. À long terme, ben, c'est un petit peu ce que vous a présenté Sébastien, il y a une augmentation du risque cardiovasculaire, il y a une apparition de diabète, le cancer, il y a une diminution des défenses immunitaires, et il y a l'apparition de troubles psychiatriques. Et pour terminer, pour combattre ce désalignement circadien, c'est compliqué de dire aux gens arrêtez le travail postéo de nuit. Donc on peut jouer sur la lumière, donc il faut vraiment... et ça s'adapte uniquement aux travailleurs de jour. Ces recommandations, ce n'est pas aux travailleurs postés. Mais je n'ai pas le temps, vous voyez, déjà qu'on me presse. Donc la journée, il faut absolument que la lumière... au cours de la journée, pour des environnements intérieurs, il soit au minimum à 250 lux équivalent mélanoptique, mesuré au niveau de l'œil. Donc il faut absolument qu'à l'intérieur de nos bureaux, de nos salles, il faut que la lumière soit enrichie dans le spectre bleu. La soirée, il faut que la lumière dans nos habitations et autres environnements intérieurs, donc tout ce qui est divertissement. 3 heures avant le coucher, il faut un maximum de 10 lux équivalent mélanoptique, mesuré au niveau de l'œil. Donc c'est de la lumière chaude, c'est de la lumière chaude, vous semblez qu'elle est très faible, mais ça permet de faire toutes les activités que vous voulez faire la soirée. Et la nuit, il faut absolument qu'elle soit inférieure à 1 lux pour avoir un bon sommeil. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Viens nous rejoindre juste ici. Je pense qu'on a le temps pour une question pour Jacques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... On a plusieurs là-bas. Est-ce qu'on peut amener les micros jusque-là? Par ici, Jacques, si tu veux bien, c'est... Une question extrêmement naïve, et pardon de la poser. Pour ceux qui ne sont pas chronobiologistes, on avait appris que l'heure d'exposition à la lumière était importante dans le recalage. Donc là, tu as parlé d'exposition à la lumière dans la journée, mais est-ce que l'heure d'exposition à la lumière est importante? Alors, deux choses. Oui, l'heure de l'exposition à la lumière est très importante, puisque plus elle est introduite le matin, plus on va avoir un effet sur la resynchronisation. Donc c'est sûr qu'il faut avoir une lumière importante le matin. C'est bien pour ça que j'ai précisé le matin, mais aussi la journée. Maintenant, il y a des études qui montrent que ça ne suffit pas d'éclairer les gens le matin pendant 30 minutes. Il faut qu'il y ait cet éclairage continu pendant toute la journée. Voilà. Donc c'est vrai que la zone gâchette, c'est le matin, donc si tu veux intervenir, mais pour qu'il y ait une durée de l'action de la lumière matinale, il faut quand même qu'elle perdure pendant toute la journée. Donc c'est pas parce qu'on fait un spot lumineux important le matin et qu'après on vit dans un bureau sous-éclairé qu'on va avoir l'effet recherché. Il faut vraiment qu'il y ait une lumière pendant toute la journée, pendant le temps où le soleil est là, une lumière assez forte et proche de la lumière naturelle. Merci. J'ai quelques questions justement sur le chat, donc restez ici. Donc j'ai une question déjà pour Sébastien, il faut les bons yeux pour le chat. Donc qui disent effectivement durée de sommeil, risque cardiovasculaire. Que faut-il faire en pratique clinique et à partir de combien de temps le risque cardiaque apparaît? Donc, merci à la personne qui a posé la question dans le chat.
très complexe en fait à répondre parce que, comme on l'a vu, là, toutes les données qui sont issues donc de ces données populationnelles hein, de survie, même si on a un recul qui est relativement important, finalement on manque de la durée d'exposition préalable au risque, puisqu'elles sont finalement elles partent à un moment donné et on ne sait pas depuis combien de temps les gens sont exposés à cette durée de sommeil court. On a évoqué également la notion du chronotype et également donc de la durée de sommeil intrinsèque propre à chaque individu, qui est également pas prise en compte. Donc répondre à cette question-là dans l'état actuel des connaissances, c'est pas possible de manière unidirectionnelle. Je sais qu'on aura les micros qui sont coupés à 45. Il y a vite une question pour Stéphanie sur la prématurité et sommeil. Je ne réponds pas. Auquel elle ne veut pas répondre, parce que je pense que c'est une question extrêmement complexe. C'est vraiment trop compliqué, je pense. Et enfin, vite question pour Jacques. Comment peut-on mesurer la luminosité en luxe équivalent mélanoptique? Alors, c'est très simple. Maintenant, tous les LED, ils ont ça. Hein, c'est exprimé en Kelvin. Donc, plus c'est bas, plus c'est chaud, plus c'est haut, plus c'est froid. Donc, vous allez dans le premier supermarché et vous regardez lumière chaude, lumière froide. Il n'y a pas de souci. Et donc, je vous invite. Et c'est ça le problème. Hein, c'est que la journée, il faut que ça soit de la lumière froide et que le soir, ça soit de la lumière chaude. Donc, il faut changer ou trouver des lampes différentes. Donc, on va tous travailler sur les appliques lumineuses chez nous, n'est-ce pas? Je tiens à remercier tout le monde pour votre participation, pour nos intervenants brillants. Et là, je pense qu'ils vont vraiment couper les micros, donc on continue. Merci beaucoup.